Allez-y. Dans l'effort. Voilà, nous avons le plaisir, mes chers collègues, de recevoir Robert Hoffel, qui est président de l'Autorité des marchés financiers et qui nous présentera ce matin, notamment, mais peut-être il ira évidemment plus loin, le rapport annuel de cette autorité qui a été publié il y a quelques jours. Cette année, la publication du rapport annuel prend évidemment s'inscrit dans un contexte, le moins qu'on puisse dire, très particulier, comme tout le monde, on le disait hier, évidemment, avec gouverneur de la Banque de France. Si l'on peut se féliciter de la robustesse des infrastructures de marché, on doit constater que les volumes échangés et la volatilité des titres ne sont pas ordinaires. De même, le fait que de nombreuses sociétés aient annoncé renoncer à verser des dividendes initialement prévus est un indice supplémentaire de cette situation extraordinaire. Dans ce contexte, l'AMF n'est pas inactive. Elle a notamment mis en œuvre, dès le 17 mars, une interdiction des positions courtes par action, interdiction qu'elle a décidé de prolonger jusqu'au 18 mai. J'imagine qu'il y aura des questions sur ce sujet. C'est pourquoi nous serons très intéressés de vous entendre non seulement sur le bilan de l'année 2019, Monsieur le Président, pour votre autorité, mais également sur la crise actuelle, ça va de soi, et les questions qu'elle pose en matière de régulation des marchés financiers. Enfin, je me permettrai de mentionner votre toute récente communication, celle du 28 avril, sur l'activisme actionnarial, qui rejoint les questions que nous avons eu l'occasion de soulever par ensemble avec Benjamin Dirks à l'automne dernier, à l'issue des travaux d'une mission d'information. Nous étions, M. Dirks et moi, co-rapporteurs. Je ne peux que me réjouir de voir que certaines des propositions que nous formulions rejoignent certaines de vos préconisations. Vous pouvez également nous dire comment cela se passe dans le contexte européen sur ce sujet qui ne s'est pas arrêté pendant la crise. On l'a vu avec un certain nombre d'affaires très récentes, et on le verra, à mon avis, en sortie de crise, aussi de façon très importante. Quelques mots introductifs et je vous cède, donc le rapporteur général est à propos introductif à faire. Bon, je ne le vois pas. Non, Je non, passe la je poserai des parole à questions Robert après. Hoffel. Je passe la parole à Robert Hoffel. Monsieur le Président, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les députés, merci de me consacrer quelques instants dans cette période vraiment chargée. Il y aura bien des éléments à évoquer au titre du rapport annuel de 2019, mais je vais consacrer mes propos introductifs aux événements récents, à l'action de l'AMF au cours de cette période, aux défis à venir et à quelques-uns des éléments que vous avez mentionnés, Monsieur le Président. J'utiliserai exceptionnellement un jeu de slides afin de compenser en partie les inconvénients d'un échange à distance. La crise sanitaire est devenue une crise économique et financière dans la dernière semaine de février, soit environ un mois après le début du confinement de Wuhan, lorsqu'on a pris conscience que la crise sanitaire ne pourrait pas être circonscrite, mais allait toucher tous les grands centres économiques mondiaux. Les divers confinements qui se sont enchaînés ont mis à l'arrêt une part importante de l'activité productive et se sont traduits par de complexes problèmes opérationnels pour la partie qui continuait à fonctionner, conjuguant ainsi un choc d'offres et un choc de demande. Les marchés financiers ont naturellement rapidement et vivement réagi à la crise sanitaire, et la crise sanitaire est devenue une crise financière en anticipation de la crise économique qui paraissait inéluctable, même si son ampleur et sa durée ne pouvaient pas être anticipées. Je vais me limiter ici à notre perception à l'AMF de la crise, à nos actions au cours de la période récente. Je conclurai sur les défis des prochains mois. Notre action s'est déployée dans nos 4 secteurs de responsabilité, les marchés et leurs infrastructures, les émetteurs, la gestion d'actifs et les épargnants. Mais pour le comprendre, il faut la mettre dans la perspective d'une conviction qui a animé l'AMF et son collège, nous l'avons évoqué plusieurs fois. Malgré les difficultés à assurer une valorisation des actifs, malgré les difficultés opérationnelles à assurer la continuité d'activité, il faut garder les marchés ouverts. Ils sont essentiels au financement de l'économie dans la période de crise. Ils seront essentiels pour financer la reprise de l'activité. Les marchés et leurs infrastructures ont traversé une période de grande turbulence de façon quasi inédite. La valorisation de toutes les classes d'actifs
abaissé au cours de la première quinzaine de mars, comme l'illustre la première slide, qui reprend les valorisations de quelques types d'actifs. Vous avez la valorisation des fonds obligataires français, vous avez la valorisation de l'or, c'est l'or, vous avez également les indices de capitalisation boursière du SBF 120, tout a baissé, il n'y a pas eu, comme souvent, des arbitrages entre différentes classes d'actifs, certains qui montent et certains qui baissent. Personne n'a été épargné au cours de cette période, même si l'ampleur du choc n'est pas identique et si le rebond ultérieur a pu varier selon les classes d'actifs. Et à l'intérieur des classes d'actifs, les écarts sont nets si on distingue les qualités de signature ou pour les marchés de dette ou les secteurs économiques pour les marchés actions. Vous avez dans le slide ici, par exemple, la comparaison entre l'évolution globale du SBF 120 et sa composante bancaire, qui a décroché beaucoup plus nettement que l'indice global. Nous portons d'ailleurs, bien entendu, une attention particulière à ce secteur compte tenu de son caractère systémique. L'action de l'AMF s'est manifestée dans 3 directions. Le bon fonctionnement des coupes-circuits dans ces périodes de grande volatilité. Ils ont dû être déclenchés de façon très fréquente, plus de 3000 fois, par exemple, le 16 mars sur Euronext. Les aménagements acceptables pour la passation des ordres lorsque l'on est en confinement, c'est-à-dire lorsqu'on passe des ordres de marché en dehors des locaux professionnels. Il faut tout de même assurer une piste d'audit de qualité. Et enfin, ce qu'on appelle un peu rapidement, peut-être l'interdiction des ventes à découvert, puisqu'il s'agit de restrictions qui portent sur les positions courtes nettes. Mais je voudrais peut-être, puisque vous avez marqué un intérêt sur ces sujets particuliers, dire un mot sur les coupes-circuits et sur les ventes à découvert. Les coupes-circuits jouent un rôle essentiel pour éviter l'emballement incontrôlé des marchés. Ces interruptions temporaires permettent aux acteurs de réexaminer la situation, de reprendre les transactions de manière plus ordonnée. Les seuils de déclenchement et la durée de la suspension varient en fonction des instruments et du type de temps de décalage. Ils ont été revus en France en 2017 après l'affaire Vinci pour abaisser les seuils et allonger la durée d'interruption. Il faut toutefois trouver le bon équilibre car les valeurs en question sont traitées sur de nombreuses plateformes et il n'y a à ce stade aucune approche européenne coordonnée des dispositifs de coupe-circuit. Chaque plateforme a ses propres règles et si vous suspendez sur une plateforme, les transactions continuent généralement sur les autres. De plus, si vous interrompez trop longtemps les transactions, vous mettez en risque les market makers, les gens qui font la liquidité sur le marché, qui ne peuvent plus retourner leur position et prennent le risque d'un décalage encore plus important à la reprise des cotations du fait de l'accumulation des ordres pendant la période d'interruption. Nous avons donc observé avec attention le fonctionnement des coupes-circuits sur Euronext au cours du mois de mars, et même si un allongement aurait pu être bénéfique, en cas de suspension répétée d'un même titre, on peut considérer que globalement, le système a bien fonctionné. J'en profite pour évoquer brièvement une idée qui a été émise par certains, c'était supprimer la cotation en continu au profit d'un seul fixing de clôture. Cela s'apparente en fait à une suspension plus longue que les suspensions classiques, mais pour les raisons que je viens d'évoquer, cela n'est envisageable qu'au niveau européen et c'est donc impossible aujourd'hui. L'interdiction des ventes à découvert est un sujet qui fait traditionnellement l'objet de controverses. Certains considèrent que c'est une mesure inefficace, voire contre-productive, car limitant la liquidité des marchés et la capacité d'acheter des valeurs. Par exemple, si je veux acheter le CAC, sauf l'aéronautique, j'achète l'indice et je vends Airbus à découvert. Si je ne peux pas vendre Airbus à découvert, je ne fais rien du tout. Donc, ça m'empêche d'acheter d'autres valeurs. D'autres considèrent que c'est une mesure indispensable qui aurait d'ailleurs dû être déclenchée plus tôt et qui devrait même, pour certains, être permanente. Soyons clairs, dans un marché uniformément orienté à la baisse, avec des incertitudes considérables sur l'ampleur future de cette baisse, les vendeurs à découvert apportent peu à la formation des prix et leur montée, qu'on voit se dessiner lors de la première quinzaine de mars, vous voyez ça sur le graphique qui est projeté,
juste avant la barre, qui est la barre de nos décisions de restriction sur les ventes à découvert, eh bien, leur montée qu'on voit se dessiner dans la première quinzaine de mars peut avoir une influence procyclique particulièrement malvenue. Nous avons la capacité réglementaire de l'éviter, nous devions donc l'utiliser. La question est pourquoi cette mesure n'a pas été prise au niveau européen. La crise n'est pas spécifiquement différente d'un pays à l'autre, elle n'affecte pas très différemment Air France et Lufthansa, Klépierre et Unibail Rodamco. Il y aurait donc eu une logique forte à avoir la réponse commune que les textes prévoient, puisque l'ESMA a le pouvoir de restreindre les ventes à découvert au niveau de l'Union. Et c'est bien faute de pouvoir obtenir cette réponse commune que 5 pays de l'Union, la France, l'Italie, l'Espagne, la Belgique et l'Autriche, ont eu recours à une mesure nationale. Naturellement, il s'agit d'une mesure exceptionnelle qui n'a pas vocation à perdurer, notamment lorsque les volumes et la volatilité se régularisent et lorsque le marché devient plus sélectif et pas uniquement orienté dans une direction sur toutes les valeurs. Son abandon serait donc une excellente nouvelle car elle reflèterait la normalisation de ce marché. Je passe rapidement sur les défis opérationnels auxquels ont dû faire face les infrastructures de marché, que cela soit donc opérationnellement les infrastructures de négociation. Vous voyez le pic des volumes sur Euronext, mais également les chambres de compensation, LCH-SA dans notre cas, et les institutions de règlement livraison, le dépositaire central Euroclear, sur lequel vous voyez que l'accumulation des opérations et le travail en confinement a pu à un certain moment faire augmenter les suspens, et nous avons dû regarder ça de près, mais nous sommes retombés sur des niveaux très convenables. J'en viens au chapitre des émetteurs qui sont naturellement le cœur de l'écosystème financier, car les marchés sont d'abord là pour contribuer à leur financement. Et c'est l'information qu'ils donnent, ces émetteurs, qui est à la base d'une bonne formation des prix. Nous les avons accompagnés dans 2 domaines, la communication financière et l'organisation de leurs assemblées générales. La communication financière est particulièrement importante dans des périodes de bouleversement profond qui sont propices aux informations privilégiées et aux fausses rumeurs et où les investisseurs ont besoin d'une guidance actualisée. Tout en étant conscients de la difficulté de l'exercice, nous avons fortement incité les émetteurs à communiquer au marché leur analyse de l'impact du Covid-19 sur leur activité et sur leur situation financière. S'agissant des publications périodiques, nous avons décliné avec l'autorité des normes comptables en France et l'ESMA au niveau européen l'approche comptable des pertes attendues pour le système bancaire et précisé le recours aux indicateurs alternatifs de performance dans le cadre de l'arrêté trimestriel qui est, je le rappelle, facultatif. Dans ce registre-là, j'attire votre attention sur l'échéance des comptes semestriels qui, lui, n'est pas facultatif. C'est une échéance qui sera décisive car c'est un arrêté qui prendra en compte les effets de la crise sanitaire de façon plus complète que ce que nous avons aujourd'hui, mais dont l'établissement présentera de nombreux défis, en particulier le défi des tests de résistance sur les goodwill, dont le résultat peut être redoutable et qui ont besoin d'être réalisés sur la base de scénarios qui restent encore fragiles. Nous travaillons avec nos partenaires habituels sur ce sujet. La communication financière est bien évidemment toute particulièrement importante lorsqu'on sollicite le marché. Et si les émissions d'actions ont été stoppées par la crise, le marché obligataire s'est rapidement réouvert à la suite des annonces de la BCE et de son PEPP. Les émetteurs français ont voulu très rapidement mettre à profit cette réouverture. Nous les avons accompagnés en visant un nombre exceptionnellement élevé de prospectus. Vous voyez cela sur ce slide, avec au regard d'ailleurs l'augmentation des crédits bancaires aux entreprises au cours du mois de mars,
totalement spectaculaire si on le compare à la même augmentation au cours du mois de mars de 2019. J'attire l'attention sur le fait que les deux graphiques à gauche et à droite ne sont pas complètement comparables puisque vous avez des émissions brutes de titres à gauche alors que la variation des crédits, c'est quelque chose de net. Néanmoins, vous voyez la part de la France, en particulier très forte sur les émissions obligataires. S'agissant des assemblées générales, la faculté ouverte de les tenir à huis clos permet de clôturer dans des délais normaux l'exercice 2019, mais elle constitue un défi pour le maintien d'un dialogue actionnarial de qualité. Nous avons recommandé un certain nombre de bonnes pratiques que vous trouvez en partie sur cette slide et nous avons porté une attention toute particulière aux âgés sensibles avec en particulier notre communication ce dimanche. J'attire également votre attention, bien sûr, vous l'avez souligné, Monsieur le Président, sur la contribution de l'AMF sur la question de l'activisme que nous avons donc publié la semaine dernière et qui, quelque part, a pour objet de renforcer la qualité de ce dialogue actionnarial. J'y reviendrai si vous le souhaitez. En liaison avec les assemblées générales, la question des dividendes a suscité des débats et des hésitations, alors que les résultats de 2019 sont élevés et que les dividendes significatifs étaient attendus, 67 milliards pour le SBF 120. La crise a remis en cause la politique de distribution. Il est probable qu'in fine, ces dividendes effectivement versés seront au total proches de la moitié des montants attendus. Vous voyez l'état de nos informations à hier. J'en viens à la gestion d'actifs. Les fonds enregistrés en France, ça représente un peu plus de 10 000 fonds pour un peu moins de 2 trillions d'euros d'actifs, ce qui représente 11% des fonds européens au sens large, c'est-à-dire y compris, bien sûr, le Royaume-Uni et, en l'occurrence, la Suisse. Cela recouvre une très grande diversité d'objectifs de gestion et la gestion d'actifs a dû faire face au cours de cette période à de nombreux défis. J'en relève deux principaux qui se sont souvent conjugués, le défi de la valorisation, de la bonne valorisation de l'actif et le défi de la liquidité, en particulier lorsque l'on doit subir des retraits. La chute des valorisations a été brutale et dans certains cas, les sociétés de gestion ont même dû faire face à une absence de valorisation fiable en l'absence de marché actif. C'était le cas, bien sûr, pour tous les actifs non cotés et ce fut le cas aussi pour la partie courte de la courbe des taux ou de l'obligataire qui est pas investment grade, ce qu'on appelle high yield. La liquidité des fonds a été aussi délicate parce qu'il y a eu, dans certains cas, des retraits importants, soit des appels de marge réalisés pour couvrir l'évolution des positions sur instruments dérivés. Or, la gestion d'actifs a surmonté ces épreuves en France sans problème majeur. S'agissant donc de ces fonds français, les seuls retraits significatifs ont été enregistrés sur les fonds monétaires. Et au-delà des retraits habituels de fin de trimestre, que font les institutionnels pour régler un certain nombre de leurs prestations, on a enregistré des retraits de sociétés qui devaient réaménager leur trésorerie dans cette période de sous-activité et qui ont pu, pour certains d'ailleurs, préférer les dépôts bancaires aux fonds monétaires, comme l'illustre la montée inédite des dépôts à vue des entreprises en mars, que vous avez ici sur cette slide, alors que vous voyez qu'en quelques semaines, les retraits des fonds monétaires ont atteint 50 milliards d'euros sur les fonds français, soit 13,5% des encours. Cela a été satisfait, toutes ces demandes ont été satisfaites et lorsque les assurances concernant l'accès au crédit via des prêts garantis par l'État et lorsque on a compris que la réouverture du marché obligataire primaire était avéré, bien à ce moment-là, le mouvement de retrait a été stoppé, comme vous pouvez le voir sur le graphique du bas. Nous sommes maintenant même avec une très légère collecte positive. Il reste que le suivi des fonds ouverts mobilise largement les équipes de l'AMF
avec un débat nourri au niveau international sur les bons outils pour faire face au stress de liquidité et assurer l'égalité de traitement des porteurs. Quelques mots pour terminer cette présentation avec les slides sur les épargnants. Certains ont été naturellement désemparés par ces chocs, voyant la valeur de leur épargne se réduire brutalement et devant parfois se passer de dividendes. Il a pu y avoir la tentation de placements alternatifs. Nous avons vu refleurir des offres frauduleuses et nous avons dû multiplier les alertes qui ont été largement relayées par les médias. Mais le fait marquant peut-être de cette période, c'est le regain d'attractivité de la bourse pour les particuliers, sur lequel nous avons aussi communiqué la semaine passée. Le confinement l'a certainement favorisé et on a vu de nombreux épargnants plus jeunes, moins fortunés, qui sont entrés sur le marché à cette occasion. Il faudra voir dans les prochains mois, et en particulier à l'occasion du placement de l'intéressement et de la participation, si cette évolution se confirme. Cette évolution est particulièrement importante car le principal défi des prochains mois, c'est bien celui du renforcement des fonds propres des entreprises. Le recours à la dette ne peut pas seul couvrir les besoins de financement et surtout quand une partie de ce besoin correspond en fait à des pertes d'exploitation et qu'il faut, dans certains secteurs, revoir en profondeur le positionnement de l'entreprise et adapter à due concurrence sa politique d'investissement. Notre capacité à mobiliser les fonds propres au-delà des ressources publiques est une des clés de ce rebond. C'est aussi une opportunité pour bâtir une croissance plus responsable. Et dans cette perspective, je suis heureux que l'AMF ait pu finaliser, juste avant la crise, début mars, sa doctrine en matière de commercialisation des produits financiers ISR ESG, car relever le défi nécessite la mobilisation de nombreux leviers, mais le principal levier de ce point de vue-là, c'est la confiance dans les marchés financiers, et c'est ce à quoi l'AMF s'attache chaque jour. Pour conclure, je voudrais évoquer les grandes évolutions structurelles que je vois se dessiner. Je vais l'évoquer de façon modeste parce que la situation est complexe. Je vois trois lignes de force dangereuses dont il faudrait modérer la portée. L'envahissement d'une économie d'endettement, le repli national, l'augmentation des coûts de production. Chaque crise se traduit par une augmentation du taux d'endettement des acteurs économiques qui est alimentée par les politiques monétaires accommodantes mises en œuvre pour surmonter la crise, puis pour maintenir une croissance économique significative. Nous sommes au début d'un développement majeur dans cette direction et cela ne peut qu'accentuer la vulnérabilité de notre modèle de croissance. Le repli national est une réaction classique en période de crise. Il est particulièrement manifeste actuellement, et ce, dans tous les domaines, avec une occasion probablement manquée de former une réponse européenne forte et cohérente. Dans le secteur financier, on l'observe dans la composition des poules bancaires. Les banques étrangères ne sont plus là. Dans la difficulté à avoir une politique commune en matière de distribution de dividendes, on a vu les débats qu'il y a pour des entreprises similaires entre la France et l'Allemagne, par exemple. La difficulté à avoir une politique commune sur les ventes à découvert, je viens de le mentionner. Les difficultés potentielles que nous aurions eues à mobiliser des mesures d'urgence au bénéfice des autorités européennes de supervision. Cela renforce la nécessité d'avoir une industrie financière française, à défaut d'être européenne, forte. Il faut garder cela en tête lorsqu'on déterminera le cadre de nos relations financières avec le Royaume-Uni. Enfin, le troisième développement qui semble inéluctable, c'est la combinaison des mesures qui résultent de la combinaison des mesures de distanciation sociale et du repli national, qui aura un effet très significatif sur nos coûts de production et donc sur la rentabilité de nos activités économiques si la demande ne permet pas un ajustement par les prix. Comment modifier la portée de ces tendances? Et évidemment, en substituant des fonds propres à la dette partout où c'est possible et en faisant une dernière tentative,
d'union des marchés de capitaux et une union des bancaires en Europe, parce que si nous arrivons à avoir une industrie financière européenne forte, cela renforcera naturellement notre capacité de résistance et de financer nos actions économiques, même en période de crise. Pas dépendre d'acteurs non résidents étrangers. Voilà, je vais m'arrêter là, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, si vous le voulez bien. Et puis, naturellement, toute question, j'essaierai d'y répondre. Merci, Monsieur le Président, pour cet exposé très clair, avec beaucoup d'informations. Petite question avant de passer la parole à Laurent Saint-Martin. Vous avez évoqué pas mal de choses. Donc, sur les positions courtes, sur les ventes à terme, ce n'est pas une interdiction, c'est plutôt une contrainte. Est-ce que vous anticipez une forte augmentation des positions une fois que l'interdiction ou que les contraintes seront levées? Est-ce que c'est pas un facteur, est-ce que ça ne peut pas être un facteur de déstabilisation des marchés? Bon, enfin, il y a tellement de facteurs de déstabilisation que on a peut-être du mal à faire le tri. Je pense que les mécanismes de coupe-circuit, vous l'avez évoqué, ont plutôt bien fonctionné. Est-ce que vous tirez des enseignements de cette mise en œuvre? Vous nous avez dit que vous avez considéré que ça avait été plutôt positif. Ça a l'air effectivement d'être efficace dans des moments aussi tendus que cela. Est-ce que certains paramètres devraient être réformés? Enfin, sur l'Europe, vous avez beaucoup évoqué ce sujet pour, au fond, regretter l'absence de coordination européenne. Alors, on l'a noté sur le plan politique, les difficultés que chacun connaît. In fine, il se passe toujours quelque chose, mais avec sans doute trop de temps de retard. Est-ce que vous avez identifié des foyers de risque qui pourraient déstabiliser les marchés une fois la reprise enclenchée, compte tenu de ce manque de coordination? Peut-être une petite question assez logistique, au fond. Est-ce que vous craignez pour le budget de l'AMF? Vous avez des contributions qui viennent globalement du système financier. Le système financier étant touché, même s'il y a des éléments d'espoir dans ce que vous dites. C'est vrai que tout n'est pas arrêté, bien au contraire. Mais est-ce que ça pose des questions concernant la formation du budget de l'AMF? Puis, dernier point sur l'activisme commercial, mais plutôt l'activisme actionnarial. Vous avez fait des préconisations importantes. Ont-elles des chances d'aboutir? Une partie doit être législative, je pense. En tout cas, quel aboutissement et peuvent-elles avoir dans notre pays? Et plus généralement, est-ce que c'est quelque chose qui peut être partagé un peu plus largement sur le plan européen? Je passe la parole à Laurent Saint-Martin. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous, Monsieur le Président de l'AMF, pour ce propos liminaire effectivement très complet. Je voulais juste d'abord une information sur l'activité des introductions en bourse sur la place de Paris, sur les IPO. Peut-être, est-ce que vous pouvez nous dire si tout a été suspendu ou si effectivement il y a eu même des annulations en termes de dépôt de prospectus? Comment est-ce que l'activité évolue dans cette crise? J'avais une question au sujet de l'ESMA. L'AMF est membre évidemment de l'ESMA. On peut déplorer, je crois que vous l'avez fait vous-même, le manque de capacité à prendre des décisions collectives dans de telles circonstances. Parfois, l'Europe est réactive et arrive à prendre des décisions efficaces dans cette tempête. Parfois, ça l'est moins. Je crois que l'ESMA a encore une forte marge de progression en la matière. On l'a bien vu justement sur les interdictions de vente à découvert qui se sont faites finalement dans certains pays seulement. Est-ce que, premièrement, vous pensez que ce manque d'intégration a pu nuire aux indices européens et a fortiori français? Et deuxièmement, est-ce que vous pensez qu'il y a une marge de progression là à court terme pour essayer de rendre l'ESMA plus efficace dans ses délibérations collectives? Sur le krach du mois de mars en lui-même, il est très difficile à analyser, je trouve personnellement, parce que vous avez des indices qui sont très résilients. Le S&P 500, par exemple, l'est. Vous avez toujours une forte volatilité.
quand on lit les analyses, c'est difficile de se faire une opinion ferme, de savoir si les réponses des banques centrales sont probablement l'une des causes de cette résilience des indices. Est-ce qu'on peut aussi considérer qu'il y a encore des erreurs de marché, comme on dit, c'est-à-dire que les anticipations des effets de la crise sont encore sous-estimées? Quel est votre regard à l'AMF là-dessus? Est-ce que vous êtes plutôt prudent, c'est-à-dire que cette résilience est un petit peu factice et il y a plus de risques d'effondrement devant nous qu'une prolongation de cette capacité de résilience pour les indices, notamment les indices américains, mais aussi les indices européens. Et puis un mot, forcément, à chaque débat de loi de finances, à chaque débat fiscal, nous avons un débat sur la taxe sur les transactions financières. Alors, nous voudrions vous entendre à nouveau sur l'opinion de l'AMF sur la pertinence d'augmenter la TTF comme réponse à la crise. C'est un outil qui est régulièrement remis sur la table. Je pense que mes collègues savent que je ne le porte pas dans mon cœur parce que je m'en méfie en termes d'attractivité de la place financière parisienne et européenne. Avec le contexte post-Brexit, je crois que c'est encore plus parlant. Est-ce que vous pourriez nous redonner la position officielle de l'AMF, s'il en est une, à ce sujet-là? Et puis sur les épargnants, vous avez un peu conclu là-dessus. Je pense que c'est effectivement intéressant. Est-ce qu'on lit parfois dans certains articles que la crise pourrait être une opportunité pour les crypto-actifs d'avoir une croissance assez importante. Je crois justement que le président de l'Assemblée avait travaillé là-dessus avec notre collègue Pierre Persson. Est-ce que vous voyez une activité de ce segment de marché particulièrement important et croissant en cette période-là? Je vous remercie. Merci. Alors, ce n'était pas le président de l'Assemblée, c'était le président de la Commission. Pardon. On n'est pas allé jusqu'à ce niveau. Je vous ai promu ce matin. Nous ne sommes pas allés jusqu'à ce niveau dans l'ordre hiérarchique. Oui, ils montent d'ailleurs les crypto-actifs, en tout cas pour certains, pour ceux que j'ai pu regarder. Je vais peut-être passer, si vous voulez bien, la parole au groupe, et puis après, il y a quelques orateurs inscrits. Bénédicte Perrol. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'AMF, alors moi je vais revenir, vous nous avez parlé rapidement des critères ESG et un peu de finance durable, je vais m'attarder sur ces sujets. Le rapport 2019 de l'autorité consacre d'ailleurs une part très importante à la finance durable, qui est un axe structurant de votre stratégie à 5 ans, mais aussi de vos missions depuis le projet Pacte et notamment l'amendement que j'ai porté. Donc, ma première question porte sur la commission climat et finances durables qui a été mise en place en juillet 2019 conjointement avec la PCR pour assurer le suivi et l'évaluation des engagements climatiques pris par les entités de la place financière l'an passé. Alors, malgré la crise Covid-19, je pense qu'il est indispensable, et on est tous d'accord sur le sujet, alors désolé parce que il est indispensable que les acteurs financiers continuent à faire évoluer leur portefeuille en conformité avec l'article numéro 2 de l'accord de Paris. Est-ce que vous pouvez nous dire où en sont les engagements des acteurs financiers et comment l'AMF compte-t-elle encourager les engagements les plus ambitieux et une certaine standardisation des objectifs en lien avec les travaux européens sur la finance durable et la taxonomie? Ma seconde question porte justement sur votre intervention au niveau européen. En 2019, ça a été une année particulièrement charnière en matière de réalisation européenne avec l'adoption de 3 règlements sur les obligations en matière de transparence des investisseurs. Pouvez-vous nous indiquer très concrètement comment ces avancées vont-elles se matérialiser à court terme pour les investisseurs et les épargnants français? Et à votre sens, dans quelles mesures peuvent-ils être mobilisés pour construire des leviers de relance, par exemple pour construire un certain fléchage des outils publics ou pour réorienter l'épargne des Français vers des objectifs sociaux et environnementaux? Et j'ai une dernière question. Vous avez hier, dans un communiqué, placé l'urgence environnementale et climatique au cœur des actions de la régulation. Vous avez indiqué que l'AMF doit concilier sa mission de protection de l'épargne investie en instruments financiers avec un discours volontariste en matière de finances durables. Je peux que m'en réjouir. J'ai moi-même porté plusieurs amendements dans le projet de loi PAC pour permettre un fléchage et une information plus claire des produits de l'épargne, du livret A, du LDDS. Est-ce que, alors que le niveau d'épargne des ménages a fortement augmenté en raison de la crise, quelles seraient vos préconisations pour une meilleure prise en compte des attentes sociales et environnementales des épargnants
au-delà de mesures d'information, peut-elle passer par des leviers plus incitatifs comme des produits dédiés ou des avantages fiscaux? Vous aurez compris que c'est un sujet qui intéresse beaucoup ma fille qui est juste à côté de moi également. Merci. C'est difficile d'imposer ça à un aussi jeune bébé, hein. Elle vous suit depuis le début, Eric. Oh, bah alors c'est pire, la pauvre, il faut absolument lui redonner de l'espoir. On l'embrasse tous, hein, bien sûr. Véronique Louwagie. Oui, merci, Monsieur le Président. Je salue les uns les autres, Monsieur le Président de l'AMF. 4 points que je souhaiterais évoquer suite à vos propos, Monsieur le Président. Vous avez évoqué la situation au niveau des distributions de dividendes, avec des intentions initiales qui étaient de l'ordre de 53 milliards d'euros et une réduction qui est aujourd'hui une renonciation plus exactement de l'ordre de 20 milliards d'euros. Quel est votre sentiment par rapport à ce taux de 40% en moins? Est-ce qu'il peut, selon vous, encore évoluer? Et quelle est, je dirais, votre appréciation de ce niveau de renonciation? Une deuxième question relative au regain d'attractivité pour les particuliers. 150 000 nouveaux épargnants. Est-ce que vous avez pu mesurer des secteurs d'activité qui étaient plus retenus par ces nouveaux épargnants que d'autres? Voilà, est-ce qu'il y a eu une stratégie d'ensemble qui se dessine? Une troisième question sur des risques pour reprendre ce qui a pu exister lorsqu'il y avait eu des programmes, je dirais, d'assouplissement quantitatif au niveau du financement dans le cadre de plans de relance qui avaient été mis en place en 2015 et 2008. Cela avait amené à la création de bulles sur le prix de certains actifs financiers. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des mesures qui sont prises pour limiter des risques de même nature? Et une quatrième question relative aux offres frauduleuses dont vous avez parlé, avec effectivement une professionnalisation de certaines méthodes, de certains escrocs. Quelles sont les procédures et les mesures que l'AMF a mis en place ces derniers temps au regard de ce regain, je dirais, d'offres frauduleuses? Je vous remercie. Merci. Sarah El-Haïry. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'AMF, vous avez effectivement, se dessinent trois grandes questions. La première d'entre elles, c'est tout l'intérêt que nous portons évidemment aux épargnants français, dont l'épargne a augmenté de 1,5 milliard à 3,8 milliards d'euros. Comment orienter ces flux vers une économie réelle et puis voir l'économie française? Est-ce que vous avez des idées en ce sens? De plus, on voulait vous féliciter sur l'importance de la mise à jour et de la communication, mais notre collègue Louwagie vient de le rappeler. Nous nous inscrivons dans le même sens. Deux autres questions. Une qui tient à cœur à mon collègue Mattei, mais elle a commencé à être posée par notre rapporteur général sur l'ESMA. Est-ce que les relations ont changé avec cette crise? Est-ce que avec cette autorité de régulation européenne, est-ce qu'on a plus d'opportunités pour aller vers des positions communes plus fortes? Est-ce que vous avez mesuré l'impact de l'hétérogénéité des lignes de conduite entre pays européens? Et puis une toute dernière question, Monsieur le Président, pour ne pas être trop longue, et c'est une question beaucoup plus large sur les enjeux. Est-ce que vous avez identifié, Monsieur le Président, des risques de prise de participation, de déstabilisation sur nos marchés par des opérateurs extérieurs ou des États vautours ou des fonds vautours, pardon, alors que la valorisation de certaines de nos entreprises stratégiques est plutôt faible parce qu'elles ont simplement chuté. Voilà, Monsieur le Président, les questions posées. Merci. Christine Pires-Beaune. Christine? Oui, bonjour Monsieur le Président, bonjour à tous, bonjour Monsieur le Président de l'Autorité des marchés et merci pour votre présentation. Trois petites questions. Au premier trimestre 2020, et on l'a vu avec vos graphiques, les entreprises du CAC 40 ont effacé 450 milliards d'euros de capitalisation boursière et les performances des marchés repartent à la hausse puisqu'on a vu que Wall Street a gagné 13% en avril, son meilleur mois depuis 87. Le DAX allemand, lui, a grimpé de 9% et le CAC 40 de 4%.
comment expliquez-vous cela? Est-ce que la bourse a un temps d'avance sur l'économie ou est-ce qu'elle sera rattrapée par la crise qui frappe l'économie réelle? Deuxième question, les liquidités fournies pour soutenir les économies devraient atteindre 12% du PIB mondial. Quelles seront, selon vous, les conséquences à moyen et long terme de cette injection massive de liquidités pour les marchés financiers? Est-ce que ça va favoriser l'émergence de bulles? Véronique Louwagie en a parlé un petit peu tout à l'heure. Et si oui, quelles bulles selon vous? Troisième et dernière question, vous avez récemment déclaré que le confinement s'était déclaré par un regain d'activité de la bourse pour les particuliers. Vous avez parlé de ces nouveaux épargnants. Vous avez glissé un profil type en disant plus jeunes, moins fortunés. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Pensez-vous que cette tendance va avoir un effet positif sur les fonds propres des entreprises? Et quelle est la motivation de ces nouveaux épargnants? Je vous remercie. Merci. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un pour l'UDI. Il n'y a pas d'inscrit. Personne. Michel Castellani, alors. Oui, merci, Monsieur le Président. Bonjour tous les collègues. Monsieur le Président de l'Autorité des marchés financiers, moi j'irai sur un seul thème, un thème précis, c'est celui de la nécessité absolue de transformer notre modèle économique en profondeur afin de le rendre durable et soutenable. Ça nous semble tout à fait indispensable, les choses étant ce qu'elles sont. On sait que plusieurs sociétés de gestion, des autorités administratives, dont l'AMF d'ailleurs, ont rappelé l'urgence climatique et ont rappelé leur volonté de rentrer dans l'approche environnement, social, gouvernance. Très positif, bien sûr, mais encore faudrait-il qu'il ne s'agisse pas là de greenwashing, comme on dit. Alors, j'irai sur quelques questions. Quelles évolutions en matière de régulation des normes françaises pourraient favoriser ce recentrage vers une finance durable? Voilà, ce sera utile, je viens de le dire, mais les modalités de cette démarche ne sautent pas aux yeux, quoi, a priori. Autre question, il importe certainement de mobiliser l'épargne privée. Certains acteurs promeuvent, on le sait, des contrats d'assurance vie écologique labellisés Greenfin. La France a émis d'ailleurs aussi une obligation OAT verte, on le sait. Alors, quels outils développer? Comment faire émerger de tels nouveaux produits? Autre question, où en êtes-vous dans la création d'une unité stratégie et finance durable chargée de coordonner les travaux des différentes équipes de l'AMF? Et enfin, dimension européenne, avec vos homologues européens, vous dirigez-vous vers l'élaboration d'un pacte vert européen, grand engagement, si vous voulez, dans le sens vert que je viens d'indiquer. Merci. Merci à vous. Sabine Rubin. Ah oui, c'est bon, là, vous m'entendez? Oui, très bien. OK. Merci. Trois questions aussi, trois axes. Alors, d'abord, le premier qui constitue un élément important de votre rapport, c'est sur la finance verte. Alors, c'est vrai, vous vous félicitez que la Commission européenne ait mis en place de nouvelles règles de transparence, mais que pensez-vous pourtant de la sélection de BlackRock par la dite Commission européenne, justement, pour réguler la finance verte? Je rappelle quand même que BlackRock s'occupe des intérêts des 8 plus grandes firmes pétrolières et qu'elle détient qu'elle détient 87 milliards de parts dans les entreprises d'énergie fossile, où d'ailleurs elle s'est opposée ou s'est abstenue dans 80% des cas aux résolutions relatives au climat. Donc, est-ce que BlackRock vous paraît pertinent pour justement réguler cette finance verte, d'une part. D'autre part, vous avez mentionné que l'échec de la concertation européenne dans la pratique de la spéculation, notamment avec la pratique de la vente à découvert. Nous avions proposé de suspendre les cours boursiers pour éviter tout phénomène de spéculation. Que pensez-vous de cette mesure? Est-ce que vous pensez qu'elle aurait pu éviter effectivement des phénomènes qui pourraient précipiter vers une crise financière? Et enfin, concernant les dividendes, tout simplement pour vous dire que bien sûr, nous vous rejoignons sur la nécessité que les entreprises revoient leur politique de dividendes. Alors, c'est encore timide, ou en tout cas, c'est vrai qu'il y a 40%
d'entreprises qui, enfin 40% de ces dividendes qui ne seront pas versés, 60% le seront. Que pensez-vous de cette proportion et ne pensez-vous pas que le gouvernement est assez timide pour faire pression, sur une réelle pression sur la révision de cette politique de dividendes, cette politique de versement des dividendes? Je vous remercie. Merci. Jean-Paul Dufrègne. Oui, bonjour Monsieur le Président, bonjour Monsieur le Président de l'AMF, bonjour chers collègues. Le tableau qu'on peut dresser aujourd'hui sur l'état des marchés financiers est pour moi assez inquiétant. La crise actuelle a mis en avant la surévaluation notoire des marchés financiers et de la bourse. Les 2 coups de semonce du mois de mars avec des chutes importantes sont malgré tout restés effectivement limités. Les marchés financiers s'étant, vous l'avez dit, globalement bien tenus vu l'ampleur de la crise. Il faut dire que rapidement, les banques centrales sont venues les rassurer en annonçant de nouvelles vagues de quantitative easing. Pourtant, il semble que cela ne fasse que décaler le problème en abreuvant encore un peu plus les marchés de liquidités. Ceux-ci restent toujours surévalués et les risques sont encore très nombreux. Les dettes privées sont colossales. Elles atteignaient début 2020 près de 200% de la richesse de la planète et vont largement s'accroître avec la crise. Les bilans des grandes banques systémiques restent extrêmement fragiles en Asie, mais aussi en Europe avec la Deutsche Bank ou même nos banques françaises. Enfin, la dépendance des actifs financiers au marché du pétrole reste un problème à l'heure où son cours s'effondre et qu'il nous faut entamer rapidement la transition écologique. Tous ces éléments sont extrêmement inquiétants et laissent penser que les événements du mois de mars pourraient n'être qu'une première étape. Si l'un des risques précédents se précisait, l'effondrement serait notable. Alors, quand j'entends se réjouir que de jeunes actifs arrivent sur les marchés financiers, où le ministre de l'économie incitait les Français à diversifier leur épargne, je suis plutôt dubitatif. Pensez-vous réellement qu'inciter aujourd'hui un petit épargnant ou un jeune actif à entrer sur les marchés financiers est bien raisonnable? Et comment réagirez-vous et jusqu'où irez-vous si un effondrement se produisait, car les coupes-circuits ou l'interdiction temporaire des ventes à découvert que vous avez mis en place et auquel vous avez fait allusion tout à l'heure ne suffiront sans doute pas cette fois à juguler l'ensemble. Et question, quelle sécurité aujourd'hui pour un petit épargnant qui doit pouvoir débloquer rapidement son épargne dans un climat aussi incertain que celui que nous traversons? Merci. Merci. Alors, j'ai le choix. Il y a encore 4 intervenants en dehors des groupes. Monsieur le Président Ophel, est-ce que vous considérez qu'il serait bien de répondre dès maintenant ou est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on prenne les 4 intervenants suivants? Je vous suggère, puisqu'il y en a 4, je vous suggère de les prendre parce qu'il y a tellement de questions diverses. Peut-être il y a des questions qui vont se recouper. Elles se recoupent pas mal. Enfin, il y a des sujets, on peut faire quelques grands sujets. Alors, donc je passe la parole dans ce cas-là à Valérie Petit. Oui, bonjour, merci Monsieur le Président et merci Monsieur le Président pour cette présentation. Ma question est très très courte, je rebondis sur votre conclusion. Vous avez insisté sur à quel point renforcer les fonds propres des entreprises sera clé pour le rebond et à quel point on ne peut pas s'appuyer uniquement sur une relance exclusivement budgétaire pour ce faire. Donc moi, j'aimerais simplement avoir votre avis et l'avis selon vous des investisseurs sur la proposition qui a été faite par Axel Lemaire via le cabinet de Roland Berger sur la création d'un fonds souverain qui associerait actionnariat public-privé, mais aussi une dimension citoyenne avec une souscription via un produit d'épargne citoyen à l'échelle européenne, produit qui pourrait être garanti par la BCE. On sait que aujourd'hui, si on veut atteindre la surface financière suffisante en termes d'investissement, on voit par exemple les États-Unis ont mis 2000 milliards d'euros pour abonder les fonds de roulement des entreprises. Il nous faut, nous, trouver des relais. J'aimerais savoir ce que vous pensez de cette proposition. Merci. Charles de Courson. Charles de Courson. Alors, Xavier Paluskevitz. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ophel, bonjour. Merci pour votre rapport que j'ai pu étudier avec mon équipe.
Il me semble que 2 points se relèvent particulièrement intéressants pour nos travaux. Premièrement, en ma qualité de commissaire aux finances, aux affaires européennes, de commissaire aux affaires européennes, pourriez-vous nous dire quels sont les enseignements que vous tirez du réseau de coordination des supervisions financières, introduit, vous l'évoquez dans votre présentation, par l'Autorité européenne des marchés en 2017 et notamment en lien avec le Brexit? Comment les autorités financières européennes parviendraient-elles à coopérer dans le contexte actuel et face à la concurrence que peut conduire le Royaume-Uni en matière d'attractivité des capitaux? Ensuite, sur un autre point de votre rapport, je souhaiterais également vous interroger, tout comme l'a fait ma collègue Sarah Ellery tout à l'heure, sur la qualité des documents de reporting extra-financier publiés par les sociétés cotées aujourd'hui. Il semblerait, si on lit entre les lignes de votre rapport, que vous regrettiez une forme de défaut d'harmonisation sur ces pratiques entre les entreprises. Pourtant, ceci me paraît d'autant plus utile vu le contexte sanitaire et environnemental actuel. De fait, auriez-vous des recommandations très précises à formuler aux législateurs que nous sommes à ce sujet? Je vous remercie. Merci. Daniel Labaronne. Notre collègue, Monsieur le Président de l'AMF, dans une tribune récente, Olivier Babot estimait, je cite, que la volonté affirmée de contrôler plus et de sanctionner davantage affaiblissait l'attractivité de la place financière de Paris. Voilà, j'aurais aimé avoir votre sentiment sur ce propos. Est-ce que vous considérez être un activiste du régulateur, de la régulation financière? Une deuxième question de notre collègue portait sur la nouveauté dans ce rapport AMF, qui était le développement consacré aux premières déclarations de performance extra-financière. Quel jugement porterez-vous sur celle-ci et quel avenir leur voyez-vous? Et enfin, troisième question, vous avez insisté sur la nécessité des fonds propres. Quelles seraient les initiatives qu'il faudrait prendre pour développer, favoriser le financement en fonds propres ou quasi-fonds propres des entreprises? Ma collègue Valérie Petit a évoqué des pistes. Selon vous, quelles sont les dispositions qu'il faudrait envisager pour favoriser ça? Et notamment, d'un point de vue régional, est-ce qu'on pourrait envisager des fonds qui permettraient de venir en aide aux fonds propres des entreprises territorialisées? Je vous remercie. Merci. Charles de Courson. Charles, est-ce que tu es accessible? Il est confiné. Charles de Courson, oui, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, bon, Monsieur le Président, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Merci pour toutes ces questions qui sont toutes extrêmement pertinentes par rapport à nos domaines de préoccupation. Je ne sais pas si je pourrais y répondre à toutes dans le détail parce que certaines appelleraient des réponses très, très fouillées et détaillées. Je vais purger tout de suite un des points qui est l'équilibre financier de l'AMF parce que voilà, c'est un point qui est le plus important. Qui est marginal dans le débat, mais je dirais c'est très clair. Nos contributions ont une assiette. Ces assiettes, la crise les réduit de façon extrêmement significative. Que ça soit les capitalisations boursières des sociétés cotées, que ça soit les actifs sous gestion des sociétés de gestion, que ça soit les opérations financières diverses et variées qui peuvent intervenir, ou que ça soit par exemple les rachats d'actions sur lesquels on a aussi des contributions et qui se sont arrêtées quasiment en ce moment. En gros, si on était sur la situation actuelle, si elle perdurait, nous aurions une baisse d'un peu plus de 10 millions d'euros de nos contributions, ce qui, je vous rappelle que ça fait 8 ans que nous sommes en déficit à l'AMF pour des montants limités, mais comme nous avons reversé au budget de l'État toutes nos marges de manœuvre, on a reversé à peu près 90 millions d'euros depuis 2015 au budget de l'État, et nous aurons à examiner la manière de régler cette question-là collectivement, avec quand même l'idée qu'une augmentation des contributions sur des assujettis qui souffrent
n'est peut-être pas la meilleure des solutions. J'en profite pour dire que nous étions engagés à réviser un petit peu l'assiette de nos contributions parce que certains prestataires de services d'investissement de très petite taille étaient trop et considéraient qu'ils étaient trop taxés. Et nous avons en ce moment une consultation avec la profession sur ce sujet-là pour rééquilibrer les choses, mais tout cela à enveloppe constante parce que ce n'est pas une augmentation des contributions que des barèmes que nous visons. Nous aurons à en reparler le moment. J'en viens aux autres points qui se recoupent dans plusieurs types de domaines. Il y a un domaine, je dirais, finance durable, quelque part. Il y a beaucoup de questions autour de ces points-là, où on a effectivement, le mouvement est engagé. Le mouvement est engagé, mais c'est un mouvement complexe. C'est un mouvement complexe avec un certain nombre d'éléments clés. Vous l'avez plusieurs d'entre vous souligné, quelle information est donnée aux investisseurs et pour donner une bonne information aux investisseurs, lorsqu'il y a intermédiation, ça part de l'information extra-financière qui est donnée par les sociétés, les émetteurs. Un progrès est fait, nous avons fait des constats, le chemin est long. Et à l'évidence, la solution est européenne. On ne peut pas avoir des règles françaises, des règles allemandes, des règles néerlandaises, et donc il faut qu'il y ait une homogénéisation. Le débat dans cette question-là, c'est de savoir est-ce qu'on arrive à avoir une homogénéisation européenne ou est-ce que ça sera une homogénéisation mondiale sur la base de critères sur lequel que nous subirons plus que nous serons actifs pour les fixer. Et donc, c'est un peu la même chose que pour les normes comptables, quelque part. Hein. Quelle capacité avons-nous en Europe à mettre au point un corpus qui, non seulement on appliquera nous en Europe, mais qui pourra aller au-delà sans être dépendant d'intervenants extérieurs, ce qui revient d'ailleurs un petit peu à la question de BlackRock qui a été évoquée. Je dirais que c'est un petit peu anecdotique parce que quelque part, je crois qu'ils n'ont pas été sélectionnés pour déterminer la politique européenne, mais pour servir de conseil. À l'évidence, ça ne doit pas être le conseil unique, ça serait très désastreux. Mais ils ont une certaine expertise sur la question. Mais la réponse doit être européenne avec des acteurs européens. Prendre le conseil d'acteurs internationaux étrangers, c'est utile, mais la réponse doit être faite en Europe avec des acteurs européens. J'en profite pour dire que sur l'inverse de ce qu'ils proposent. J'en profite pour dire que notre commission climat, finance durable, un de ses objets est en fait l'évaluation des engagements de ces acteurs du secteur financier français en collaboration avec la commission de la CPR. Nous travaillons sur ces sujets-là pour avoir notre premier rapport commun en fin d'année. Les choses n'ont pas déraillé. Mais pour moi, c'est plus que ça. C'est plus que ça parce que c'est le conseil dans beaucoup de domaines et en particulier, j'ai mentionné tout à l'heure, un des aspects qui est là dans notre responsabilité à nous, AMF, qui est comment est-ce qu'on commercialise un produit et comment on évite, certains ont indiqué le mot de greenwashing, comment est-ce qu'on évite le greenwashing. Et ça, nous avons une responsabilité nationale propre sur ces modalités de commercialisation et nous avons débattu beaucoup à l'intérieur de cette commission pour fixer des principes qui ont été donc donnés début mars, qui est de dire nous ne validerons pas des produits qui mettent en avant leur qualité ESG, ISR s'il n'y a pas un certain nombre de conditions qui sont rassemblées. Le document qu'on a publié début mars les donne, je ne vais pas rentrer dans ce détail parce que vous amènerez trop loin, mais
nous avons un degré d'exigence désormais en France pour les produits financiers qui se targuent d'être ISR, ESG. C'est un élément de la confiance et du sérieux, quelque part, de la démarche. Tout nouveau produit doit respecter ces principes et pour le stock, ils ont jusqu'à la fin de l'année pour adapter leur commercialisation et la manière dont ils promeuvent leurs produits. Et ça, je crois, pour moi, c'est assez important. Mais fondamentalement, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps parce qu'il y a des domaines qui sont complexes, dont on ne les maîtrise pas complètement. Et donc, il faut être suffisamment adaptatif et probablement de plus en plus exigeant pour toucher ces domaines-là avec une articulation toujours complexe à avoir entre l'Europe et le niveau national. J'en profite pour répondre à un certain nombre de points au niveau du challenge européen. C'est vrai que je suis un petit peu critique sur la capacité des autorités européennes à mobiliser une réponse européenne forte en période de crise. Et on en a vu quelques exemples. Mais il ne faut pas être trop sévère sur la capacité de ces autorités elles-mêmes, parce que les autorités travaillent. C'est vrai qu'il y a des postures différentes à l'intérieur des États, mais fondamentalement, ces autorités travaillent sur la base de réglementations. Or, les réglementations dans le domaine financier ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre, parce qu'il y a beaucoup de directives qui ont été transposées de façon différente d'un pays à l'autre. Et quand vous voulez avoir une réponse harmonisée, cohérente sur ce sujet-là, eh bien, lorsqu'on est face à une mosaïque de mise en œuvre différente, eh bien, c'est pas possible. Et certains secteurs sont emblématiques de ce point de vue-là. La gestion d'actifs est emblématique, avec des outils de gestion de la liquidité des fonds qui sont différents d'un pays à l'autre, des approches qui sont différentes. Et la pauvre autorité européenne, elle peine à pouvoir mettre en place quelque chose, une réponse cohérente, harmonisée au niveau européen. Elle fait tout ce qu'elle peut, mais voilà, il y a des limitations qui lui sont propres, indépendamment même du fait que parfois, lorsque l'outil existe, elle ne l'utilise pas. Mais je crois qu'il y a les deux, les deux éléments à prendre en compte. Je crois qu'il y avait un point qui me paraît aussi très, très important, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut nous sommes dans une situation qui reste fragile. Quels sont les risques qui sont devant nous en termes de stabilité? Je dirais, traditionnellement, on dit aujourd'hui beaucoup que les agences de notation qui dégradent la notation des entreprises ou des papiers qu'elles ont émis est un facteur de risque qui est d'ailleurs très procyclique. Quand les affaires vont mal, on dégrade, et comme on dégrade, ça va encore plus mal. On voit bien le caractère procyclique de ce type d'éléments. Je crois qu'il ne faut pas surestimer ce risque-là, parce qu'il est bien intégré, je crois, par la plupart des acteurs financiers. Le vrai risque, c'est s'il devait y avoir des défauts. Parce que aujourd'hui, quand il y a une dégradation de notation, en général, les acteurs financiers considèrent qu'il est plus sage de ne pas vendre les titres et de les garder jusqu'à leur échéance. Évidemment, s'il y a un défaut, ça change totalement la donne. Et donc, je crois qu'il faudra être très attentif à ce point-là, qui peut être, s'il y a des défauts emblématiques, qui peuvent être déstabilisants dans les mois qui viennent. Parce que ça a beaucoup d'effets également aussi sur le système bancaire. Évidemment, l'échec du déconfinement ou un déconfinement plus long que prévu, qui se traduirait donc par une baisse du PIB encore plus forte qu'attendue, serait aussi quelque chose de très déstabilisant. Je regarde aussi avec attention la matérialisation éventuelle des limites d'action de la Banque centrale européenne suite à la décision de la Cour de Karlsruhe sur cette affaire-là. Ce qui est important pour les marchés, c'est bien sûr ce que la Banque centrale européenne fait, mais c'est aussi ce que les marchés pensent qu'elle peut faire.
on se souvient du whatever it takes du président Draghi. En fait, il n'a pas eu besoin de faire des choses parce que sa parole était crédible en soi. Et ça, la crédibilité de l'action potentielle des banques centrales, des banques centrales et de la Banque centrale européenne est quelque chose d'extrêmement important sur ce point-là. Sur les dividendes, vous savez que le résultat actuel à 40%, je pense que les 40%, on n'est pas au bout du chemin parce qu'un certain nombre d'entreprises n'ont pas encore pris leur décision, donc je pense que ça pourra aller un peu plus haut. Les principes de base sont assez clairs et je crois que on ne peut pas avoir une réponse sur les dividendes qui soit générale. La réponse doit dépendre des secteurs et des cas particuliers des dites entreprises. Et également, là aussi, c'est souhaitable qu'il puisse y avoir une approche européenne. Nous avons des cas d'école aujourd'hui. Je pense que les chercheurs pourront à l'avenir faire des études extrêmement intéressantes. Vous avez des entreprises totalement identiques, dans des conditions, dans un environnement totalement identique, qui, selon les pays, sont traités de façon différente, soit par exemple pour les dividendes, soit pour les ventes à découvert. Donc nous aurons un champ extrêmement fructueux pour les recherches économiques et financières à venir. Je me garderai bien d'avoir une opinion forte sur le dividende de tel ou tel. J'observe que le secteur financier, globalement, passe son dividende, ce qui est susceptible de renforcer, bien sûr, sa capacité à absorber des chocs. Mais enfin, bon, c'est un sujet vraiment complexe, parce que d'un autre côté, on voit bien que le dividende, c'est aussi versé à des actionnaires, et des actionnaires, il y en a une très grande diversité, dont certains comptent sur ces dividendes pour soit assurer le paiement des pensions, quand il s'agit de caisses de retraite, soit assurer directement leur retraite. L'activisme, et nous nous étions engagés sur l'activisme à donner le sentiment du collège de l'AMF avant la fin du premier trimestre. Nous étions prêts dans les temps, mais on a un petit peu décalé parce que vraiment le moment était peut-être pas le plus opportun mais nous avons considéré qu'en effet, il fallait pas trop tarder non plus, parce que les choses allaient revenir et que ces sujets allaient prendre, bien entendu, une perspective très forte et très actuelle. Vous avez vu d'ailleurs une de nos propositions, c'est d'abaisser le seuil de déclaration des gens qui prennent des actionnaires qui prennent des participations significatives, de l'abaisser à 3%, ce qui donnerait un peu plus de transparence au marché, ainsi d'ailleurs que la publication par l'entreprise des franchissements des seuils statutaires. Mais le seuil légal, et là, ce seuil légal, si on l'abaissait à 3%, et ça dépend entièrement du législateur français, eh bien, finalement, nous rentrerions dans presque une norme européenne, puisque la plupart des grands pays ont ce seuil de 3% de déclaration, ce qui donne une compréhension plus rapide de l'état des forces en présence lorsqu'il y a des recompositions de l'actionnariat. Mais le fond, c'est quand même, tout cela est fait pour renforcer la transparence des marchés et la qualité des dialogues actionnariaux. Il y a un certain nombre d'éléments dans ces propositions qui sont du ressort de l'AMF, dans sa doctrine, nous les prendrons, d'autres qui sont du ressort du législateur français, je vais en citer un, et d'autres qui sont du niveau du règlement du régulateur européen. Et nous devrons avoir
nous devrons avoir ce débat dans les mois et trimestres qui viennent, mais vous connaissez le rythme majestueux et lent des évolutions de la réglementation européenne. Il y en a d'autres qui sont un petit peu des initiatives de marché. Il y a des choses qui peuvent peut-être s'organiser au niveau des acteurs de marché. On peut les soutenir. D'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est aussi le cas lorsqu'il s'agit de la recherche sur les valeurs financières. Vous savez qu'on a fait un rapport aussi sur ce sujet-là, où là encore, il y a un mixte à avoir entre des réponses réglementaires, essentiellement européennes, et dans ce cas-là, et des initiatives de marché qu'on doit essayer de pousser. On vient de le publier, on vient de publier ce rapport, et donc on engage le débat avec l'ensemble des parties prenantes, et donc vous d'ailleurs, puisque des dimensions étaient législatives, pour éventuellement transformer ces propositions dans le cadre réglementaire. Les introductions en bourse, je crois que sur un des slides, vous voyez qu'il y en a eu très peu, il y en a quasiment plus, il n'y en a plus en France depuis la crise. Il y en avait eu quelques-unes en janvier-février. Et de façon anecdotique, nous en avons eu en Europe, mais à l'évidence, et c'est normal, et je dirais, moi, ça ne me perturbe pas, parce que quand on rentre en bourse, il faut raconter une histoire, il faut expliquer où on est et où on veut aller. Et aujourd'hui, ce n'est pas très simple d'expliquer de façon fiable où sommes-nous et où on veut aller. Et je pense par contre, et c'est pour ça que je mets beaucoup d'importance dans les arrêtés semestriels qui vont venir, parce que ces arrêtés semestriels sont des bases de qualité, doivent être des bases de qualité pour permettre ce rebond qui passe aussi par des introductions en bourse ou des augmentations de capital des sociétés déjà cotées, augmentations de capital qui se feront soit par apport direct, soit aussi par transformation de dette en fonds propres. Je crois qu'il ne faut pas du tout avoir ça aussi en tête. Naturellement, l'idée des fonds souverains associant fonds privés et fonds publics est une idée très forte, parce qu'elle permet d'abord de rassurer tout le monde, rassurer les pouvoirs publics parce qu'ils savent qu'il y a des intérêts privés qui sont aussi intéressés dans l'opération, et donc et rassurer le secteur privé parce qu'ils voient que les investissements sont dans des secteurs significatifs importants auxquels les pouvoirs publics attachent de l'importance. Et il y a donc un effet de levier dans ces combinaisons qui peuvent être de bonne qualité, sous réserve que la gouvernance soit elle aussi d'extrême qualité. Un des enjeux, ce sera de pouvoir y associer un cercle plus vaste d'épargnants. Ce cercle vaste d'épargnants, il n'ira pas en direct. Il doit passer probablement par des fonds, les fonds qui peuvent donc rassembler des épargnants de taille plus réduite pour avoir une force de frappe plus significative, et apporter quelque chose qui est déterminant, qui est la diversification du risque, parce que moi, je ne sais pas si la bourse va monter ou descendre. On peut avoir chacun peut avoir son avis personnel. Mais ce que je sais, c'est que les cours d'aujourd'hui sont quand même beaucoup plus bas que les cours d'il y a quelques mois, dans beaucoup de cas, et que l'économie a besoin de fonds propres, et que pour un épargnant, et en particulier un particulier, nous avons toujours dit que la clé, c'était la diversification de son risque, et pas du tout le fait de le consacrer, de mettre l'ensemble de son épargne dans un seul produit non diversifié. J'ai noté la question sur ces 150 000
nouveaux investisseurs, dans quel domaine ils ont investi. Notre recensement était sur l'ensemble des valeurs du SBF 120. Il faut que je vois si on a un détail plus fin, mais vous trouverez dans le document un petit peu des éléments un peu sociologiques sur ces 150 000 nouveaux épargnants. J'attire l'attention sur le fait que c'est la première fois que l'on peut, nous, à l'AMF, utiliser ce nouveau système d'information qui a été mis en œuvre par la réglementation il y a 2 ans. Et donc, nous allons continuer à utiliser ces sources d'information pour mieux comprendre le comportement des épargnants. Épargnants, vous l'avez dit, certains qui ont un petit peu été sollicités par des offres frauduleuses. Là, nous utilisons nos armes habituelles, c'est-à-dire les listes noires, les alertes et la suppression des sites Internet frauduleux. C'est un ensemble d'éléments que nous avons. Une des clés de la réussite de cela, c'est, je dirais, le rebond de nos alertes dans les médias. C'est parce qu'on n'a pas naturellement enclin à aller voir, on a fait beaucoup d'efforts pour être beaucoup plus facile à interroger, mais on ne va pas naturellement interroger les bases de données de l'AMF ou de la CPR sur ces sujets-là s'il n'y a pas un écho des médias qui est importante. Et je crois que de ce point de vue-là, les médias nous sont effectivement extrêmement utiles. J'avais des questions sur la taxe sur les transactions financières. Si elle doit intervenir, elle ne peut être qu'européenne. C'est une réponse que nous avons toujours fait. Ça n'a pas de sens d'avoir une approche nationale sur ces sujets-là, ni même, je dirais, une approche à la carte qui consiste à dire il y a quelques pays qui la font et d'autres qui la font pas. C'est comme dans tous ces sujets qu'on a pu évoquer ce matin, on voit que si vous le faites dans un pays et que il y a un effet de vase communicant immédiat dans les autres parties de l'Union qui traitent des mêmes sujets. Et ça renvoie au sujet qui est assez clair, c'est qu'aujourd'hui, on est une union à moitié pleine et à moitié vide. Et donc, il y a un moment, il faut faire un choix. Et je crois que le choix que nous avons à faire, que l'on doit essayer de pousser, c'est le choix de remplir complètement le verre et d'aller plus loin vers cette harmonisation des règles et de leur mise en œuvre. Mais j'insiste, on ne peut pas mettre en une harmonisation de la mise en œuvre si on n'a pas une harmonisation des règles. C'est complètement incontournable. Les cryptos, c'est un sujet qui reste d'actualité. On a vu que Libra a revu sa copie. Nous examinons ce nouveau projet. Nous sommes en cours et vous savez de mettre en œuvre ce qui a été le cadre de la loi Pacte. Il est clair que les événements très récents des 2 derniers mois n'ont pas accéléré le mouvement vous savez qu'il faut que les prestataires de services sur actifs numériques se déclarent et certains peuvent aussi être agréés avec une licence. Ce process, il est en cours, mais il n'a pas été accéléré par les événements récents. Et les événements récents ont quand même montré, puisque il y a crypto-actifs et crypto-monnaie, entre guillemets, avoir une banque centrale sur une monnaie fiat, donc, c'est pas inutile. C'est pas inutile et ça permet de stabiliser un peu les choses, alors que sur des cryptos, il n'y a pas d'élément de stabilisation naturel. Donc, je laisse
je laisse aux divers participants le soin d'examiner la portée de cela. Est-ce que, Monsieur le Président, je ne sais si je n'ai peut-être pas répondu à l'ensemble des questions. Si je pense. Est-ce que quelqu'un n'a-t-il pas obtenu réponse à une question? Olivier Babot, j'ai lu sa tribune parce que, évidemment, quand on met en cause l'action de l'AMF, on regarde bien sûr en disant on est trop sévère, non, moi je ne partage pas ça. Je veux dire, la confiance dans les marchés, c'est que les acteurs se comportent correctement. Quand on a des acteurs qui sont récidivistes, quand on a des acteurs qui ne coopèrent pas avec l'AMF lorsqu'elle enquête sur un sujet, il ne faut pas être étonné qu'il y ait une réponse assez vive des autorités, de l'autorité elle-même, que ce soit le collège et la commission des sanctions. Je rappelle quand même que la plus grosse sanction, la plus élevée que nous avons faite, c'était sur une institution française il y a 3 ans, et qui d'ailleurs le Conseil d'État avait réduit la dite sanction, mais qui reste quand même à égalité maintenant avec d'autres, la sanction la plus élevée. Nous ne visons pas particulièrement les institutions non résidentes. Je crois qu'on essaye d'être le plus… Enfin, ce n'est pas quelque chose qui rentre en ligne de compte dans notre action. Et quand on compare ce que fait l'AMF dans ce domaine avec ce qui est fait dans d'autres pays, d'autres grands pays, j'entends, je ne pense pas que nous soyons particulièrement plus sanctionnants que d'autres. Mais c'est vrai, on fait des enquêtes et on fait des contrôles. Merci. Merci beaucoup pour ces réponses très complètes. Voilà, nos discussions vont évidemment se poursuivre, notamment dans cette période qui serait une période, je l'espère en tout cas, de sortie de cette crise. Et l'AMF jouera évidemment un rôle tout à fait majeur sur la reprise et probablement les enseignements à tirer de la crise sur l'organisation de nos marchés financiers. En tout cas, merci, Monsieur le Président, de vous être prêté au jeu de nos questions et par la clarté de vos réponses. Nous sommes à votre disposition par définition. Merci à vous. Beaucoup. Merci à chacune et à chacun. Je vous souhaite un bon week-end du 8 mai. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Et en tout cas, à la semaine prochaine pour la suite de nos travaux. Au revoir. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.